Dans cet épisode du balado compte complet. Il va avoir 29 ans au mois d'avril de l'année prochaine. Ça veut dire quoi, ça, Marc? C'est un gars qui s'est développé sur le tard, c'est une question de confiance, de répertoire, bref. Toutes ces réponses sont bonnes, Alain. Au jeu! Deuxième prise! Compte complet! Le balado compte complet est présenté par Plan de match à Boucherville, votre centre d'entraînement et boutique de baseball avec cage de frappeur intérieur et lance-balles. Fier partenaire de votre passion. Voici vos animateurs, Alain Usereau et Mark Griffin. Bienvenue à Compte complet, notre balado qu'on vous présente chaque semaine sur l'actualité dans le monde du baseball. Quelques dossiers aussi. Alain Usereau en compagnie de Mark Griffin. Marc, il y a un deuxième gérant qui a été congédié au cours du mois d'août. Cette fois-ci, c'est Scott Servais des Mariners de Seattle. Faut bien admettre, Marc, c'est une saison presque annoncée, en tout cas de la façon dont les Mariners ont joué. Et ce serait très injuste de porter l'unique responsabilité de la saison des Mariners à Scott Servais. Ouais, c'est toujours le cas. Hein, lorsqu'un gérant est congédié, il ne peut pas supporter tout le blâme d'une saison plus difficile. Mais tu as raison de souligner, Alain, dans notre émission d'avant-saison, ça fait un petit bout de temps quand même, là, on l'avait souligné qu'il manque d'attaque. Il va falloir que la direction puisse aider cette équipe, aider Scott Servais à aller chercher un peu d'attaque pour soutenir un personnel de partant, on le sait, et de releveur, donc un personnel de lanceur qui est parmi les meilleurs du baseball. Puis on se retrouve à la fin du mois d'août avec le même constat. Tu sais, fait que je veux dire, alors, je trouve que la direction, souvent, n'a pas donné les éléments nécessaires. Est-ce qu'on a essayé avec Arozarena et Justin Turner, mais selon moi, c'est un petit peu des roues de secours en fin de saison. Ceci étant dit, c'est sûr que Scott Servais, on lui a quand même donné de bonnes équipes. On va se le dire, là, les Mariners, là, depuis une couple d'années, là, certes, une équipe qui peut aller loin, faire les séries et d'aller loin en série, ça n'a pas été le cas non plus. Moi, je m'explique un petit peu mal. C'est le moment le moment de dire à Scott Servais, c'est terminé. Est-ce qu'on a vraiment assez de temps pour rebondir et d'amener un nouveau gérant pour vraiment sentir, se donner ce coup de fouet qu'on a peut-être besoin? Je m'explique mal. C'est souvent un peu une situation, Alain, où on pèse sur le bouton panique. Et là, il faut faire quelque chose, puis on congédie un gérant. Mais les problèmes, au départ, ce sont le fait qu'on n'ait pas réussi à aller chercher un frappeur de plus, sinon deux, pour vraiment aider cette équipe. Je sais qu'il y en a qui ont déçu. Ty France n'a pas donné le rendement souhaité, mais ça fait longtemps, le Ty France, qu'il connaissait des ennuis. J'ai l'impression qu'on a comme attendu trop longtemps avant de réagir à pallier à ce problème-là d'attaque, là. Oui, mais écoute, on a fait quelques acquisitions à Rosarena. Ses chiffres ne sont pas très bons, mais il est au-dessus de la moyenne, Marc. C'est un stand, faut le dire, là, dans la Ligue américaine, c'est un des pires stands pour les frappeurs. Là. On va l'établir. En tenant compte de ça, c'est pas une très bonne attaque cette année. Là. On est nettement en bas de la moyenne. La tenue de Rodriguez a déçu. Oui, il a été blessé, mais même avant ses blessures, c'était pas une très bonne saison. J.P. Crawford, on peut dire la même chose. En fait, parmi les réguliers, il y en a deux qui ont des productions au-dessus de la moyenne. Ce sont ce qu'on appelle les Raleigh Brothers, Raleigh et Rayleigh. Ce sont les seuls qui ont des MPT. Mais tu sais, Alain, malgré les bonnes saisons potentielles de Rodriguez et compagnie, on le disait déjà qu'il va quand même en manquer. Alors, plus que ces gars-là connaissent des saisons difficiles, puis pourtant, on n'est pas si loin que ça, évidemment, de faire les séries, mais regarde, là, on était où au 20 juin? On était en tête par beaucoup, puis on se retrouve évidemment là, dans cette situation ici au mois d'août, où là, il faut regarder devant nous, puis on voit les Astros de Houston. Là. Exactement. Écoute, est-ce que Dan Wilson va être capable de changer le cours des choses pour les Mariners de Seattle? J'en doute beaucoup parce que Houston va avoir de l'aide bientôt.
En fin de semaine, on a réussi à arracher 2 matchs sur 4 à Baltimore sans Jordan Alvarez. Kyle Tucker va revenir bientôt. Il y a quelques jeunes qui ont... j'ai aimé ce que j'ai vu de Descenso au cours de la fin de semaine. Est-ce que c'est lui qui va s'emparer du poste de premier but de façon définitive? J'ai hâte de voir. Mais toujours est-il que je pense... La dynamique va falloir qu'elle change. Puis ça va prendre un gros mois de Julio Rodriguez si on veut changer la dynamique là, de ce qui se passe dans l'Ouest de l'Amérique. Alors, tout est possible, ça c'est clair, mais il n'y a rien de surprenant à ce qui se passe avec Seattle cette année. En fait, c'est un peu le message, là, c'est qu'on le savait dès le début qu'il manquait un peu d'attaque. On peut bien comprendre qu'à Rosarena, oui, on aurait pu voir Rosarena débloquer, on sait lorsqu'on change d'organisation, lui qui allait un petit peu mieux avec les Rays au moment de la transaction. Puis, le vétéran Justin Turner, je veux dire, mais j'ai l'impression que c'était plus des roues de secours que d'arriver avec un plan établi, d'avoir un joueur qui va pouvoir aider cette équipe-là. Donc, ça va rester une saison décevante si on ne réussit pas à faire les séries, évidemment. Là. Oui, écoute, à Rosarena, son MPP+, est au-dessus de la moyenne, Marc. Il y a un seul coup de circuit, c'est qu'on l'évite. C'est pas compliqué. Je ne sais pas si c'est en raison du peu de production du reste de la formation, mais il reçoit beaucoup de buts, plus de buts sur balle qu'il en a reçu depuis le début de sa carrière. Je pense que c'est symptomatique du reste de l'équipe. Je pense davantage que de la tenue d'Arozarena. Oui, tout à fait d'accord avec toi. Puis, Oui, exactement. Marc, on va parler de quelqu'un qui va pas mal mieux, qui pourrait peut-être tirer cette équipe-là à lui seul. On parle d'Aaron Judge, qui a dépassé les 50 coups de circuit. En fait, ça le place dans un rythme où il pourrait fracasser son propre record établi il y a 2 ans, donc dépasser les 62 coups de circuit. Ça va prendre quand même un bon rythme d'ici la fin de la saison. Ça va prendre quelqu'un qui frappe derrière lui. Quels sont les plans des Yankees à cet égard? Je ne sais pas. On a beaucoup parlé d'Ohtani avec raison, les 40-40, il y a d'autres joueurs, mais profitez-en parce qu'on voit d'Aaron Judge, Marc, je ne sais pas si on va être capable de revoir ça au cours des prochaines années. Quand on a une saison de la sorte, là, tu es au-dessus de tout le monde, tu es dans ta zone. Moi, je me rappelle, puis là, je parle d'une saison de lanceur. Dwight Gooden, à 20 ans, avait fini 24-4 en 1985, avec une moyenne de points mérités autour de 1,50. Et Bob Gibson, qui s'y connaissait, là, et il a dit, j'espère que Dwight Gooden en profite, parce qu'il n'y aura peut-être pas 2 saisons comme celle-là, même à 20 ans. Bob Gibson savait, bon, il a son 1,12, il est passé par là, et Gibson avait raison. C'est vrai que Gooden a eu des problèmes par la suite, mais effectivement, quand tu es dans une zone semblable, dans le cas d'Aaron Judge, de reproduire ça sur du long terme, on parle de 5 mois quand même, mais c'est extrêmement difficile d'être capable de reproduire un rendement semblable. Ben, tu l'as dit. Je pense qu'on vit présentement un phénomène. C'est carrément ça. Parce qu'en plus, je vais ajouter, Alain, c'est que toutes les données aujourd'hui, que ce soit les données sur les faiblesses du frappeur, où est-ce qu'on peut l'attaquer un petit peu plus, je veux dire, c'est fou là, tout ce qu'on a comme renseignement maintenant aujourd'hui. Puis malgré ça, ce gars-là réalise des choses tout à fait incroyables. Moi, je pense que c'est même, on va le dire, rafraîchissant. Là, pas que l'époque de Sosa et Maguire, c'était extraordinaire pour le baseball, mais on sait ce qui s'en est suivi. Judge le fait de la bonne manière. Il est le visage de l'équipe. On a beau parler de Juan Soto, là, mais c'est Aaron Judge, le visage des Yankees de New York. Moi, je trouve ça fascinant. Je trouve ça fascinant, puis c'est vraiment parmi les éléments les plus difficiles à réaliser. On sait que le coup de circuit, là, c'est la chose la plus spectaculaire. Les gens, qu'est-ce qu'ils veulent voir? Ce sont des coups de circuit. Puis lui, il arrive, il en frappe contre les meilleurs lanceurs au monde, sachant fort bien qu'en plus, qu'il porte l'uniforme des Yankees. Ça ajoute encore une fois à cette pression. Remarquable. Il n'y a pas d'autre mot. Je pense que c'est spectaculaire. Puis effectivement, tu l'as bien mentionné, Alain. On est chanceux de pouvoir vivre ça, là, de voir un athlète de la sorte réaliser de telles choses. On est dans une belle ère baseball. Tu as parlé d'Ohtani, là, avec ce qu'Aaron Judge fait. Je regarde tous les jeunes qui arrivent, les Bobby Witt Jr. On est vraiment gâtés en ce moment en termes d'athlètes qui jouent dans le baseball majeur. Puis enfin, c'est nous autres qui en sortons gagnants parce qu'on peut
quotidiennement, là, être témoin de choses tout à fait extraordinaires. Oui, et Marc, je veux souligner quelque chose. C'était une très bonne saison quand il a fracassé le record. Son MPP plus est supérieur. Son MPP est presque 100 points supérieur à ce qu'il avait fait en 2022. Je veux dire, ce qui était déjà impressionnant, c'est un record de la Ligue américaine. Puis il a réussi à surpasser ça déjà depuis le début de la saison. Moi, c'est ce qui m'épate. Et ça met de l'ombre sur quelqu'un qui connaît une saison extraordinaire aussi au sein de sa propre équipe, c'est Juan Soto. Non seulement ça, mais je regardais, et je vais avoir ton appui là-dessus. C'est pas que Soto a une meilleure saison qu'Aaron Judge, mais Soto, Marc, a augmenté la probabilité de gagner de son équipe plus qu'Aaron Judge cette année. Oui, parce que probablement, il est toujours sur les sentiers. Puis tu sais, tu as parlé tantôt qui va protéger Aaron Judge, mais dans le fond, là, puis tu as raison de le mentionner, alors, qui va frapper derrière, parce qu'on sait, rappelez-vous, les saisons, oui. des passages plus difficiles, il n'y avait personne qui le protégeait. On ne l'affrontait pas, Aaron Judge, c'est pas compliqué, là. Oui. Mais l'autre aspect, c'est combien de fois Aaron Judge a frappé des circuits sur un élan arrêté du lanceur. Tu sais, on pourrait aller loin de même, mais là, si tu es toujours avec un élan arrêté parce que tu as Juan Soto sur les buts, oui, ça peut t'aider un tantinet plus pour... Bon, tu comprends? Donc... mais c'est vrai de mentionner que Juan Soto, ça va être le prochain débat éventuel, Alain. Il va coûter combien? Puis combien de temps on va attendre avant de le signer? Parce qu'on voit clairement que c'est un Yankee. Tu sais, je veux dire, le mariage est superbe et la combinaison Soto-Judge. Tu sais, on a beau parler de Betts-Ohtani ou Freeman-Ohtani ou appelez-le, peu importe, c'est excellent, mais ce que Soto et Judge font actuellement, il n'y a personne qui peut battre ça. Là. Oui, et Marc, l'importance du frappeur derrière, là, Roger Maris, c'est lui qui était le détenteur du record de la Ligue américaine avant Aaron Judge, avec ses 61 coups de circuit en 1961. Sais-tu combien de buts sur balle il avait reçu cette année-là? Un gros 0. Aucun. C'est la seule année de sa carrière où il n'a eu aucun but sur balle intentionnel parce que derrière lui, il y avait un dénommé Mickey Mantle. Ouais. Tu sais, ça fait que s'il y a quelqu'un qui est capable de produire derrière Aaron Judge, c'est sûr que ça va l'aider. Est-ce que les Yankees pourraient intervertir Judge et Soto pour l'aider dans sa quête de son propre record? Je ne sais pas si on va aller jusque-là. Mais on l'a mentionné, Marc, ce que les Yankees pourraient faire, puis moi, je ne suis pas convaincu qu'on ne le fera pas pendant les séries, c'est de placer ces deux gars-là, 1 et 2. On aurait, Marc, plus de présence au bâton de ces deux gars-là, et puis dans des situations probablement importantes. Mais ça, on verra quel sera le plan des Yankees à cet égard. La question de la semaine, évidemment, a un lien, dis-je, avec Aaron Judge. Cette question qui est présentée comme à chaque semaine par Sylmar Autoville, c'est votre détaillant pour des pneus de voiture et de camions classiques et antiques. On vous invite à consulter le www.sylmar.ca. Est-ce que Aaron Judge va battre son propre record de la Ligue américaine établi il y a 2 ans, qui était de 62 coups de circuit? On vous invite à vous prononcer sur cette question qui paraît sur facebook.com/compte-complet-balado ou encore vous pouvez aller sur notre site internet compte-complet.com. C'est le moment de vous rappeler notre commanditaire principal, notre partenaire Plan de match, boutique de baseball à Boucherville, mais boutique en ligne également. Donc, n'hésitez pas à aller magasiner en ligne à Plan de match sur le site Internet. Il y a des cours privés, il y a des cages de frappeurs, il y a de tout pour le joueur de baseball. Donc, c'est à Boucherville. On les remercie évidemment, le Plan de match. Et je vous rappelle également, la meilleure façon pour nous rejoindre, en fait, pour savoir où nous regarder, où nous écouter, visitez notre site internet www.comptecomplet.com. Marc, on va parler des Blue Jays de Toronto et d'un lanceur qui a commencé l'année au sein de la rotation des partants. C'est Bowden Francis et la façon que ça s'enligne, il va être encore partant au début de la saison prochaine, mais avec un statut peut-être plus assuré. En l'espace de 3 départs, il a été nommé joueur de la semaine et il est passé à une manche d'un match en point des coups sûrs. C'est un lanceur que toi, tu as toujours beaucoup aimé, en tout cas depuis qu'il est arrivé avec les Blue Jays de Toronto. Ben, j'ai toujours trouvé qu'il il était efficace. J'aime sa manière de se comporter au monticule. Force est d'admettre qu'il n'a pas connu le début de saison souhaité. On lui avait effectivement donné la balle en début de saison comme partant. Ça a été un peu plus difficile.
On l'a retiré évidemment de la rotation. Ça a été donc une saison en dents de scie, là, dans le cas de Francis. Et là, évidemment, avec les problèmes des Blue Jays et tout ça, on lui a redonné la balle. Et ce que j'aime dans cette histoire-là, c'est de savoir rebondir. Il sait qu'il a une deuxième chance et je trouve que ce sont de belles histoires de baseball. Probablement que lorsqu'il n'était plus partant, c'est sûr que de traîner autour de Gausman, traîner autour de vétérans lanceurs qui ont du vécu, d'aller chercher un peu ce qu'ils pensent ou des choses comme ça peut aider. Et dans ce cas-ci, c'est effectivement ce qui est arrivé. Et là, à force d'aller chercher de l'information, il a tout mis ça ensemble et ça donne de très, très bons résultats. Suffisamment, selon moi, pour que, effectivement, dans les plans de l'an prochain, pour préparer l'équipe 2025 des Blue Jays, moi, je pense que ce gars-là doit être... on doit avoir son nom quelque part. Et, on pourrait se concentrer peut-être sur d'autres éléments de l'équipe pour s'assurer que l'année prochaine, ce ne soit pas, évidemment, une répétition de 2024. Alors moi, écoute, il m'a convaincu. J'ai trouvé ça bien malgré son nombre de tirs, qu'on le remène en 9e manche. Il a donné, malheureusement, un point sur un coup sûr. Évidemment, c'était un coup de circuit, mais j'ai vraiment beaucoup aimé ce que j'ai vu de lui là, depuis ses 3-4 derniers départs. Alors, en tout cas, moi, si j'étais dans l'organisation des Blue Jays, je me dirais, là, voilà le gars que peut-être on s'attendait en début de saison. Ça a pris un peu plus de temps, mais on voit le potentiel possible avec ce gars-là. Oui, et Marc, il faut bien mentionner là, que ce gars-là a été repêché, ça fait quand même plusieurs années. On l'avait obtenu pour Randy Tellez des Brewers de Milwaukee, repêché en 2017, donc il va avoir 29 ans au mois d'avril l'année prochaine. Ça veut dire quoi, ça, Marc? C'est un gars qui s'est développé sur le tard, c'est une question de confiance, de répertoire, bref. Toutes ces réponses sont bonnes, Alain. Oui, puis tu sais, je répète souvent, le baseball est un sport à développement tardif. Ça se peut que ça soit à 28, 29 ans que tu le trouves, là. Tu sais, comme tu le trouves parfaitement ou que tu es en mesure de peut-être lancer le tir, tu as découvert que finalement, je tiens la balle d'une certaine manière. Bon, puis ça peut fonctionner. C'est pour ça que je dis, il saisit une autre chance. Mais moi, j'ai pas de problème à ce qu'un lanceur, évidemment, se développe sur le tard de la sorte. Puis même malgré son âge où il approche la trentaine, ce qu'il peut te donner l'année prochaine, s'il t'offre moindrement des rendements comme il l'a fait au cours de ses derniers départs, on va le prendre. On regardera 2026 en 2026, tu comprends? Donc, pour l'instant, je trouve que il a une bonne tête. Je trouve qu'il lance un bon... Il y a une belle synergie créée souvent avec son receveur. Je trouve que ses choix de tir sont souvent très bons. Alors moi, j'aime ce que je vois de ce gars-là. Est-ce que les Blue Jays pensent la même chose? Je ne sais pas, mais je trouve qu'il y a des choses vraiment intéressantes. On a quelqu'un qui peut aider l'équipe. C'est ce que je veux dire. Bon, on a déjà, je pense, nos 4 premiers partants pour l'année prochaine. Quand on a échangé plusieurs joueurs, ce sont tous des joueurs qui devenaient joueurs autonomes. Puis là, on n'a échangé aucun lanceur partant qui était encore sous contrat. Gausman, Bassett, Berrios et Rodriguez. Je pense que Rodriguez sera de la rotation l'année prochaine. Ces 4-là sont presque assurés d'avoir le poste de partant l'année prochaine. Donc, là, Francis est en train de dire à l'organisation, regardez le 5e, là, cassez-vous pas la tête, c'est moi qui vais être là. Exact. Puis, alors, concentrez-vous sur d'autres choses pour qu'on entoure Vlad Guerrero. En fait, qu'on signe peut-être aussi Vlad Guerrero, là, mais qu'on entoure Vlad pour qu'on puisse éventuellement là, connaître un meilleur début de saison qu'en 2024, puis qu'on puisse lutter avec les Yankees et les Orioles et les Red Sox et les Rays. Oui. Bon, on va en parler du dossier de Vlad, Marc. Depuis le début du mois de mai, son MPP global est au-dessus de 1000. Au cours des 2 derniers mois, c'est 1100 pratiquement. C'est un gars qui frappe même en pleine confiance. Écoute, il l'a dit, là présentement, il dit « Je me sens comme le meilleur frappeur du baseball majeur ». Aaron Judge et Juan Soto pourraient peut-être avoir des arguments, Shohei Ohtani aussi, mais toujours est-il que juste de mentionner son nom à la hauteur de ces frappeurs-là fait en sorte que on retrouve celui qu'on avait en 2021. Il a 25 ans. Donc, là, lui ne devient pas joueur autonome cette année, mais après la saison 2025.
Est-ce que là, Marc, on fait quoi avec Vlad Guerrero? Est-ce qu'on s'assoit, puis là, regarde, on veut t'avoir, ben 10 ans que tu veux avoir, on va te le donner. Ben, moi, je lui donnerais. Moi, là, je lui donnerais, là, ouais. Absolument. Moi, je pense que Vlad, il est... tu sais, tu as deux façons de voir les choses, Alain. Tu viens de le dire. On a nos 4 vétérans lanceurs partants, puis là, on va échanger Vlad pour faire quoi? Une reconstruction? Parce qu'on va l'échanger pour aller chercher qui, là? Tu sais, je veux dire, dans le contexte actuel, il faut que tu bâtisses autour d'un gars de 25 ans, là. Alors il m'a convaincu. Ça a été un mois d'avril plutôt ordinaire, comme l'équipe d'ailleurs. Mais effectivement, on se demandait même est-ce qu'il allait franchir les 20 coups de circuit à un moment donné, là, en saison, là, au complet. Là. Ouais. Il s'est réveillé. Juste en passant la parenthèse, tu as dit Vlad, il se sent comme le meilleur frappeur du baseball. Honnêtement, là, il faudrait que tous les frappeurs du baseball majeur pensent ainsi. Et ce que je veux dire par là, c'est que lorsque tu te présentes au bâton, là, si tu n'es pas en confiance puis tu te dis hey, j'affronte Verlander, je ne serais pas capable de le frapper aujourd'hui, tu n'as aucune chance. Tu n'as aucune chance comme frappeur parce qu'évidemment, tu t'es en train de dire à ton cerveau ça ne vaut pas la peine de faire des efforts, on ne le frappera pas, il est trop bon. Alors, Mike Trout le disait souvent, il dit, moi, à chaque fois que je me présente au bâton, je suis le meilleur joueur. Il l'a été pendant 10 ans, tu vas me dire, là. Mais je suis convaincu que tu parles à n'importe qui, que ce soit Francisco Lindor, que ce soit... peu importe. Je suis sûr que les gars se disent, moi, je suis le meilleur joueur sur le terrain aujourd'hui, je suis le meilleur frappeur. Puis ça te met dans un état d'esprit, évidemment, que tu peux réussir. Là, tu ajoutes à ça la confiance, les résultats qui viennent, alors, et là, ça en suit parce que là, la séquence perdure et ainsi de suite. Donc, Vlad, tu sais, tu viens de le dire, il n'a que 25 ans. Est-ce que ça se peut que, finalement, il y a une certaine maturité qui s'est installée? Tu sais, ce gars-là, lorsqu'il l'a réalisé la saison en 2021, il était pas vieux. Je dis pas qu'il l'a fait là, sans réaliser ce qu'il faisait, mais tout le talent, et ça débordait. Là, c'est peut-être du talent et de comprendre il est rendu où, qu'est-ce que les lanceurs tentent de faire contre lui. C'est ça qu'on appelle une maturité. Et à 25 ans, c'est l'âge parfait donc pour le réaliser. Puis là, alors moi, je pense que les bonnes années de Vlad, il va en connaître encore plusieurs. Alors, c'est pour ça que je n'hésiterai pas maintenant... Chez les Blue Jays de Toronto, de bâtir autour de lui. Puis là, il faudrait faire plus tôt que tard. Il ne faudrait pas attendre en 2025 que ça négocie, puis que là, je veux dire... Moi, je pense que pour stabiliser l'organisation, là, avec éviter les déboires de 2024, moi, je foncerais, je négocierais avec Vlad. On sait que Rogers a de l'argent, Alain. Là. On voulait donner tout cet argent-là à Shohei Ohtani. Et même, même il y a certains joueurs qui ont dit crime. On avait tout cet argent-là, puis finalement, Ohtani ne vient pas, puis on ne fait pas grand-chose par la suite. T'sais. Alors, il faut que l'organisation redonne un peu, se redonne un peu d'espoir, se redonne un peu d'élan. Et on a tout un joueur, pourquoi pas le garder? Est-ce qu'on est mieux de le signer avant que Soto signe son contrat? Parce que si Soto devient, Marc... tu comprends, le barème de comparaison, ça se peut que ça coûte plus cher là, aux Blue Jays. C'est pas fou, exactement, c'est pas fou parce que, écoute, c'est vraiment ce qu'on fait dans le baseball majeur. Là, tout le monde se compare l'un et l'autre. La réponse est oui. Là, idéalement, c'est signé là. Peut-être que l'agent de Vlad va dire non, on va attendre, mais écoute, je pense que c'est important quand même pour l'organisation des Blue Jays de stabiliser ce dossier-là le plus tôt possible, puis ensuite se concentrer sur comment on peut l'entourer pour, évidemment, parce qu'on sait, là, les Blue Jays, c'est pas une division facile. Les Orioles vont être là pour plusieurs années. Les Yankees aussi, les Rays, c'est rare qu'on connaît 2 saisons plus difficiles. Les Red Sox, ce sont les Red Sox. Donc, il faut s'équiper pour veiller tard et je pense que c'est avec Vlad qu'on va le faire. Oui, on a à peu près le même âge dans le cas de Soto et de Vlad Guerrero. Là. Et les deux ont 25 ans en ce moment. Dans le cas de Soto, il va avoir 26 très bientôt, c'est-à-dire à la fin du mois d'octobre. Il espère être en série mondiale à ce moment-là, évidemment. Le MPP+, regarde, Soto est nettement en avant de Vlad Guerrero. De prétendre que lui va avoir le même contrat que Soto, c'est
peut-être d'avoir des demandes exagérées, mais il ne sera pas si loin que ça. Oui, mais en même temps, Alain, est-ce que Vlad est entouré de Aaron Judge et de Giancarlo Stanton et compagnie? Fait que c'est sûr que si Vlad, la saison qu'il connaît, à la place de Soto, je ne dis pas qu'il connaît une meilleure saison, mais je veux dire, on va s'approcher pas mal plus. Là. Écoute, depuis le début du mois de mai, ça se compare. Bon. C'est pas compliqué, là. Ça se compare depuis le début du mois de mai. Bon, on verra ce qui s'en vient, mais les prochains mois vont être fort intéressants là, du côté des Blue Jays de Toronto. C'est temps de... juste avant d'aller à la carte de la semaine, Marc, une petite anecdote là, sur un ancien des Blue Jays de Toronto, Danny Jansen. En fait, ce lundi, il va jouer pour 2 équipes. Vous allez me dire, dans le même match. C'est pas comme Joel Youngblood qui joue pour 2 équipes à 2 places différentes. C'est que les Blue Jays jouent contre les Red Sox de Boston. Un match qui avait commencé auparavant, qu'on va reprendre. Il avait commencé le match avec les Blue Jays, et là, il sera de la formation des Red Sox. Donc, si vous avez le box score, là, vous allez voir Jansen dans les 2. Non seulement ça, Alain, mais il était au bâton. Bon. Jansen était le frappeur. Et là, non seulement il ne sera plus le frappeur, mais il va agir comme receveur. Donc, c'est comme s'il y agit comme receveur pour lui qui frappe. Tu comprends, là? Alors, c'est une histoire extraordinaire. Et là, la règle des fameux matchs, parce qu'on était seulement en 2e manche dans ce match-là, là, lorsque alors, les matchs à reprendre, ça crée des situations de même. Et ce n'est pas la seule situation qui est un peu bizarre. Puis, Juan Soto, je ne sais pas si tu te souviens, Alain, il est arrivé dans le baseball majeur le 20 mai. Oui. En 2018. Mais il a joué plus tard en saison un match qui avait été remis des Nationals, mais qui techniquement devait se jouer le 15 mai. Alors, il avait frappé déjà son premier circuit dans le baseball majeur, mais il a frappé son premier circuit dans le baseball majeur après son premier match officiel. Son premier match officiel, c'est le 15 mai, étant donné qu'il a joué plus tard. Donc, il y a des histoires comme ça. Là. Il y en a quelques-unes là, qui sont vraiment farfelues. Il y a même eu une transaction entre 2 joueurs. Je pense que c'était Adam Duvall et Daniel Hudson. Qui étaient avec 2 équipes différentes. Ils ont été échangés. Finalement, ils se sont affrontés à nouveau. Écoute, la règle de ces matchs-là qu'on doit reprendre, ça crée des situations drôles. Mais celle de Danny Jansen est vraiment spéciale, alors que Jansen va agir pratiquement comme receveur parce qu'il va remplacer Reese McGuire, qui n'est même plus sur la formation des Red Sox. Il agirait comme receveur. Donc, techniquement, il va agir comme receveur chez les Red Sox, alors que lui est au bâton pour lui-même au bâton pour les Blue Jays de Toronto. Alors, c'est sûr que dans le sommaire, ça va paraître un peu bizarre. Oui, ça me rappelle un film avec Michael Keaton où il se reproduisait lui-même, Marc. Mais non, c'est de la fiction. C'est de la fiction davantage, évidemment, que la réalité. Voilà, c'est le temps de la carte de la semaine. Présentation de Cartes Trait d'Union. Dépôt.ca, c'est votre détaillant de cartes sportives et non sportives avec plus de 14 000 articles en vente sur eBay. On s'arrête aujourd'hui sur une carte Don Ross de 1982, la carte numéro 419 de Nolan Ryan. Don Ross, fabricant de bonbons qui a produit des cartes de baseball de 81 jusqu'en 98. Pourquoi 81? On a décidé de mettre un terme au monopole de Topps à ce moment-là. Certaines distinctions dans les premières années, et on voit le nom complet qui est Lynn Nolan Ryan Jr., originaire de Alvin, au Texas. Bon, il y avait aussi des cartes de pièces détachées pour des casse-têtes de légendes de baseball. Dans le cas de 82, c'était Babe Ruth. Et au cours des dernières années, des cartes ont été produites sous la bannière Don Ross avec une licence de l'Association des joueurs. Ça veut dire qu'il n'y a pas de nom d'équipe ni de logo. Quant à la carrière de Nolan Ryan, marque les 5700 quelques retraits sur des prises. Pas sûr qu'on va être capable de battre ce record-là. Il faudrait qu'un lanceur fasse 250 retraits sur des prises pendant 22 ans et il sera encore à court. Bon, de toute façon, Alain, avec la manière dont on utilise les lanceurs aujourd'hui, on oublie ça. Là. On lance beaucoup moins de manches qu'à une certaine époque en plus. Alors, même si le retrait sur des prises est très à la mode avec les lanceurs de puissance, je pense que Nolan peut dormir bien tranquille sur ce record-là. Là. Il a eu des saisons, Marc, lorsqu'on l'a échangé des Mets de New York aux Angels, on disait il y avait le bras fragile.
C'est ce qu'on avait dit quand on l'a échangé, n'est-ce pas? Donc, il a enfilé des saisons de 39 départs, 39, 41. Là, il a peut-être eu mal au bras l'année suivante. Ensuite, 39 et 37. Avec quelques saisons de 300 manches lancées. Écoute, quelqu'un utiliserait un lanceur de la sorte aujourd'hui, Marc, se ferait arrêter. Je vois pas comment ça peut changer, sauf peut-être avec des connaissances nouvelles, mais je vois difficilement comment, Marc, on peut revenir à l'époque de Nolan Ryan. Mais il devait faire quelque chose de bien, Nolan Ryan. On sait que les Rangers du Texas l'avaient embauché. Ils voulaient changer la culture de l'équipe en faisant lancer davantage les lanceurs dans le baseball mineur. Ça a mené à multiples blessures. Peut-être, Marc, c'est en bas du baseball professionnel qu'il faut commencer à préparer. Je ne sais pas, Marc, tu as un mot à dire là-dessus? Là? Ben, écoute, moi, ce que je trouve, c'est qu'on n'a effectivement pas trouvé la recette. Dans ces années-là, est-ce que c'est vraiment le nombre de manches lancées? Est-ce que c'était dans sa préparation? Est-ce que c'était dans sa récupération? Nolan Ryan qui utilisait beaucoup la piscine. On sait qu'il allait sauter dans la piscine après chaque départ. Est-ce que, c'est ça, je pense, qu'il faudrait étudier davantage. C'est plus dans la récupération ou dans la préparation que le nombre de tirs. Mais bon, regarde, chaque humain est fait de façon différente. Est-ce qu'il était une exception dans la qualité de son bras? Mais parlez à Claude Raymond, puis il va vous dire que tout le monde lançait, on lançait beaucoup plus qu'à l'époque. Alors, moi, je pense que c'est peut-être plus justement là, dans avant et après là, qui serait peut-être une façon de regarder. Je sais qu'on l'a déjà fait, là, mais je pense qu'il faudrait pousser un petit peu plus loin, Alain, pour éviter le plus possible là, ces nombreuses blessures. C'est le moment de notre segment Baseball Québec et c'était tout un week-end pour le baseball québécois. Pourquoi? Parce que c'était les championnats canadiens dans plusieurs catégories et le Québec a très bien figuré, Alain, dans ces catégories-là. Je vous fais la liste rapidement. Médaille de bronze, 13U chez les garçons. Jérémy Huot qui était l'entraîneur, félicitations. Médaille de bronze aussi pour le 15U. Bantam, pour ceux qui préfèrent cette manière de dire. C'était l'équipe des 3L, donc Laurentides, Laval, Lanaudière, qui représentait le Québec dans cette médaille de bronze. Médaille d'or dans le 16U féminin. Bravo. Médaille d'argent dans le 17U masculin. Médaille de bronze dans le 18U. Et médaille d'or dans le senior masculin pour une deuxième année de suite, d'ailleurs, pour le senior masculin. Donc, encore une fois, les gars qui continuent à jouer au baseball, passé 22 ans, qui sont dans la Ligue de baseball élite du Québec, ont fait encore une fois un travail remarquable. Et médaille d'or et médaille de bronze dans le senior féminin. Donc, c'est toute une année pour le baseball québécois. Et tout ça, bien évidemment, en raison des nombreux bénévoles, des entraîneurs. On les remercie d'ailleurs. Il faut souligner qu'on a eu 2 championnats canadiens présentés au Québec, dont celui que j'ai été le plus témoin, c'est celui du 15U à Laval. Alors, je félicite tous les l'organisateur qui ont fait un travail remarquable. Je vais vous le dire, là, moi, j'ai passé le week-end à Laval. Une équipe de bénévoles tout à fait remarquable. Ça nous représente très bien. Les provinces ont été extrêmement satisfaits de tout ça. Et il y a aussi également le senior féminin, donc le championnat senior féminin qui était présenté dans la région de Québec. Alors vraiment, merci à tous les bénévoles, les gens derrière, la fédération. Je pense que tout le monde est extrêmement satisfait, non seulement des résultats sur le terrain, mais de l'organisation en général de ces championnats-là. Donc, bravo. Et là, ça va commencer. Les sports-études vont recommencer parce que l'école recommence, mais c'est le fun de voir que le baseball, évidemment, est toujours en nette progression. Le baseball amateur, évidemment, ici au Québec. Oui, absolument. Et Marc, une petite parenthèse, tous ces Québécois là, qui brillent dans le baseball, que ce soit amateur ou professionnel, il y en a qui ont tracé la voie à ces jeunes-là, les Mark Griffin, et auparavant, il y en a eu d'autres. Je vous invite à écouter des entretiens sur notre balado, des entretiens avec des Québécois qui ont joué dans le baseball professionnel ou qui ont marqué encore l'histoire du Québec. Donc, il y a plusieurs entretiens qui sont disponibles sur notre site Internet. On vous invite à les écouter. Ils ont de belles histoires à nous raconter. Ces jeunes-là, ces jeunes de l'époque, là, qui sont plus âgés aujourd'hui, mais qui ont quand même marqué là, l'histoire du baseball professionnel québécois.
Donc, le dernier en liste, Marcel Guilbeault, qui sera ajouté au cours de la semaine. Lui qui a eu une carrière avec l'organisation des Phillies et des Dodgers de Los Angeles. Marc, il y a un joueur qui retient ton attention sur lequel on va s'arrêter, Francisco Lindor, qui a atteint, lui, des 25-25 au cours de la dernière semaine et qui s'en va vers un 30-30. Bon joueur d'Areco, évidemment, l'attention est mise sur les jeunes à l'Areco, les Gunnar Henderson, Bobby Witt, Elie De La Cruz, on peut parler d'O'Neill Cruz à Pittsburgh. Mais Francisco Lindor, faudrait pas le rejeter du revers de la main quand on parle de l'élite à cette position. Une position très importante. Absolument. Tu l'as dit, un 30-30. Bon, Tani est 40-40, vous allez dire. Là. Mais lui, il est 30-30 en jouant à l'arrêt-court, qui est la position la plus importante en défense. Très impliqué, qui une saison remarquable. Si les Mets sont en train de lutter pour une place en série, il est le grand responsable de tout ça. C'est lui qui s'est mis en marche à un certain moment donné pour... les Mets allaient nulle part. Rappelle-toi, en début de saison, Alain, là, c'était vraiment dents de scie. On ne savait pas trop où on s'en allait avec ça. Et là, soudainement, je sais qu'on visait 20-25 chez les Mets. Mais là, 20-24 est réel. Et Lindor, ben, les gens disaient hey, c'est un gros contrat qu'on a octroyé à Lindor. Puis... Ben là, je vais te dire, on est très content de l'avoir sous contrat. Ce gars-là, tu sais, c'est pas juste, encore une fois, là, les statistiques. Hein? C'est pas juste les chiffres. Regarde son attitude sur le terrain. Regarde, tu sais, il a toujours le sourire. Il veut gagner. Moi, c'est un joueur que j'apprécie beaucoup. Il a du style. Là, c'est l'expression qu'on va utiliser. Là, il a du swag. Mais... il le fait en jouant du baseball très inspirant. Écoute, effectivement, il va approcher le 30-30. Moi, je pense qu'il s'était atteignable dans ce cas-ci. Il n'y en a pas une tonne dans l'histoire, Alain, des 30-30 non plus. Là, donc, surtout des joueurs d'arrêt-court. Alors moi, je trouve ça... il faut le souligner. Je pense qu'il faut souligner la saison remarquable de Francisco Lindor. Frappeur ambidex en plus. Donc, vraiment, là, tu regardes les atouts de ce gars-là. Ils sont nombreux et il les exploite présentement. Écoute, s'il terminait la saison avec le MPP+, actuel, 134, ce serait le plus élevé de sa carrière. Et il a eu des bonnes saisons avec les Mets de New York. Il vient de connaître une première saison de 30-30 l'année passée. Sa moyenne au bâton était peut-être un peu basse. Cette année, il l'a élevé un petit peu, ce qui fait en sorte qu'il est à 134 cette année. Il n'a jamais connu une saison comme ça avec les Guardians, ce qui étaient les Indiens de Cleveland à l'époque. Donc, même, vous allez me dire, son MPP est plus bas. Ben oui, mais je suis à New York. Là. On n'est pas dans le même environnement qu'à Cleveland. Donc, ce qui rehausse, je dirais, sa production de cette année. Par contre, ça m'amène, Marc, j'ai regardé est-ce qu'il a contribué à la cause de l'équipe? Certainement, avec le win probability added. Il n'est pas le premier au sein de l'équipe. Ça m'a surpris. Le premier, et par une bonne marge, c'est Brandon Nimmo. Donc, Nimmo, quand le match était en jeu, il a produit davantage que Francisco Lindor. On pourrait y revenir, mais celui qui mène dans toute la Ligue nationale, et lui aussi par une bonne marge, ça peut surprendre, c'est avec les Padres de San Diego, Jurickson Profar. Il y a 10 ans, Marc, c'était un prospect de premier plan. Il faisait partie du top 5 dans le baseball majeur avec les Rangers du Texas. N'a jamais été en mesure de se justifier. A raté une saison complète, des blessures, particulièrement à une épaule. Et dans le cas de Profar, Marc, il est en train de transporter cette équipe-là, ce qui fait qu'un gars comme Jackson Merrill n'a pas toute la pression sur lui. Et il a remplacé... Regarde, je ne veux pas faire de comparaison, mais tu sais, Juan Soto est parti... Mais son rendement a été remplacé, ni plus ni moins, par celui de Jurickson Profar. Mais en fait, Profar est en train de démontrer pourquoi on était... qu'on le voyait si gros à l'époque avec les Rangers. Mais Alain, tu parles de blessure à l'épaule. Il est frappeur ambidex. Alors, si tu as mal à l'épaule droite, par exemple, puis tu frappes gaucher, ben c'est sûr que ça va t'affecter dans ton extension. Puis si tu es droitier, ben c'est ta main qui gère un peu, si vous voulez. Là. Donc... Tu sais, tu peux pas avoir le même élan. Moi, je l'ai regardé frapper cette année. Là, je trouve vraiment là, qu'il... Je sais pas, il paraît très bien. Tu sais, tu vois qu'il développe une vitesse avec son élan. C'est un frappeur qui est très agressif. Il aime s'élancer tôt dans le compte. Et ça a fonctionné. Donc, tu sais, je veux dire, techniquement, je comprends que ce gars-là connaît du succès. Maintenant, il y a plus que ça, évidemment. Il faut savoir analyser les tirs qui s'en viennent et tout, là, mais... C'est pas une si grande surprise à mes yeux. Je comprends que c'est pas un nom là, que vous allez, qu'on va entendre parler souvent, mais c'est pas une si grande surprise compte tenu du talent du gars et que là,
enfin peut-être en santé pour la première fois de sa carrière. Et là, voilà qu'il met des chiffres tout à fait sensationnels au tableau, là. C'était le prospect numéro 1 de l'ensemble du baseball majeur, Marc, avant la saison 2013, par Baseball America, par le site du baseball majeur et par Baseball Prospectus. Tu comprends, là? C'était pas quelqu'un qui venait de nulle part. Puis là, écoute, n'importe qui aurait pu le ramasser, Marc. C'est pas compliqué, là, à l'issue de la dernière saison. Les Padres, ils avaient une connaissance un peu du bonhomme. On l'a embauché, puis... Écoute, cette année, ce qu'il donne, si c'est pas lui le retour de l'année, là, je ne sais pas à qui on pourrait le donner, mais c'est vraiment impressionnant ce qu'il a réussi à accomplir avec les Padres San Diego. Marc, on va rester dans la section ouest de la Ligue américaine et on va parler des Diamondbacks de l'Arizona. C'est impressionnant ce qu'ils ont. Ils ont 5 partants et ils ont le luxe même d'être capable de dire à Jordan Montgomery, écoute, tu vas te reprendre dans l'enclos de relève parce que là, on a 5 partants qui fonctionnent, on n'a pas de place pour lui. Il était à Boston au cours du dernier week-end et Montgomery s'est laissé aller, était intéressé à aller à Boston. Donc, a parlé aux journalistes là-bas. Les Red Sox étaient intéressés et il a lancé une coupe de flèches à son ancien agent, Scott Boras, disant que ça a été très, très mal géré, cette histoire-là, avec les Red Sox et pour l'ensemble de l'œuvre, d'ailleurs, il a laissé tomber. D'avoir le luxe de laisser tomber un gars comme ça à la fin du mois d'août, avant qu'on est en bonne position, ça veut dire que ça va très, très bien pour les Diamondbacks, malgré l'absence importante de 3 joueurs de position, Walker, Marté et Moreno. Oui, bien là, c'est là qu'on s'aperçoit souvent que les lanceurs peuvent traîner une équipe là, pendant un petit bout de temps. Est-ce qu'on va le faire suffisamment longtemps en attendant le retour des 3 joueurs que tu as mentionnés? Mais effectivement, c'est un grand luxe qu'on tasse, entre guillemets, Jordan Montgomery, qui, rappelez-vous, était, les Rangers du Texas ont remporté la Série mondiale, je rappelle. Je pense que Montgomery était pas mal pas pire dans cette série-là. Alors, c'est quand même quelque chose. Ceci étant dit, moi, je pense qu'il faut travailler pour aider Montgomery à reprendre sa confiance d'une manière quelconque. On va en avoir besoin, Alain. On va en avoir besoin. On n'a jamais assez de profondeur en fin de saison. Mais quelle ascension de la part des Diamondbacks. Ça a été une bonne saison, mais là, on s'est vraiment démarqué au cours des dernières semaines. On a un différentiel qui approche le plus 100. On joue du baseball très inspiré. Mais tu as raison. Je pense que la clé, ça a été le retour, évidemment, des lanceurs partants. On donne une chance à l'équipe de gagner à chacun des matchs. On sait que c'est une équipe très athlétique. On est capable de bouger. On est capable de... ça pleut pas en termes de coups de circuit. Hein? On essaie d'en faire le plus possible en provoquant des choses sur le terrain. Ça fonctionne encore. En date d'aujourd'hui, à 3 matchs de la tête de la division ouest de la Ligue nationale. En très bonne position présentement pour faire les séries. Mais, et juste pour Montgomery, effectivement, il a eu des mots pas très tendres envers son ancien agent. Je sais que Blake Snell a réagi à ça en disant non, ça n'a pas de bon sens. Moi, je suis très satisfait parce qu'évidemment, on comprendrait là, que même Blake Snell, qui a signé sur le tard, a été très long avant que Blake Snell commence à lancer comme il en est capable. Alors, pas sûr que ça va être on va répéter la même stratégie dans le clan de Scott Boras avec ses clients pour l'année prochaine, d'attendre si tard avant de mettre sous contrat nos clients, là. Oui. Marc, c'est une grosse semaine qui attend les Diamondbacks. On commence avec 3 matchs contre les Mets de New York et par la suite 4 contre les Dodgers de Los Angeles. Ça commence vendredi, ça va finir lundi. Donc, on a congé ce mardi avant 2 séries extrêmement importantes pour les Diamondbacks d'Arizona. Bon, si la tendance se maintient, Marc, on va remporter 3 ou 4 matchs. On va diviser les honneurs de ces 2 séries-là. Mais on est en mode série dans la prochaine semaine qui vient, là, avec des adversaires extrêmement coriaces. Et les 7 matchs sont à domicile. Ce serait une bonne occasion pour les Diamondbacks. Ils sont seulement à 3 matchs des Dodgers d'essayer de se rapprocher. Ben, tu l'as dit. Là, parce qu'Alain, on va le répéter un peu, mais... Terminer au premier rang a de grands avantages. Tu veux éviter le fameux 2-2-3 où au baseball, tout peut arriver. Là. Alors, moi, on vise le premier rang. Là. C'est pas une question de dire, OK, ben, on va faire les séries. Non, ça va être une très, très belle série au cours du prochain week-end avec les Dodgers. Et tu l'as dit, à domicile en plus. Les Diamondbacks
Donc, si je ne m'abuse, Alain, très confortable à domicile. Je vais juste retourner pour confirmer. En fait, pas tant que ça, c'est 37-26. Ils ont une bonne fiche à l'étranger de 38-30. Là, il serait temps qu'on joue peut-être un baseball un peu plus supérieur à domicile. Oui. Alors que les Dodgers, eux, ont quand même une fiche de 35-30 à l'étranger. Donc, ça va être une excellente série. Pas facile de remporter une série de 4, mais il faut le faire si du côté des Diamondbacks, si on veut se rapprocher des Dodgers, parce que si c'est 2-2, on ne gagnera pas de terrain, là. Oui, puis j'ajouterais, Marc, que les Dodgers ont bien meilleure mine avec les retours de Mookie Betts et de Max Muncy. Écoute, Mookie Betts était impressionnant. Muncy démontre de belles choses depuis son retour. Alors, effectivement, c'est pas du tout la même équipe. Qui, rappelons-le, ont laissé aller Jason Hayward au cours de la dernière semaine. On a carrément préféré de garder Kevin Kiermaier dans l'entourage de l'équipe que le vétéran Jason Hayward. Oui, il y en a qui n'ont fait que passer là, chez les Dodgers au cours des dernières semaines. Je pense à BGO, Nick Ahmed également qui n'a fait que passer au sein de l'équipe. Rosario, la même chose. Donc, les Dodgers se sont maintenus à flot, mais là, on est en train d'affûter nos couteaux là, pour le dernier droit. C'est le temps de l'horaire des matchs télévisés de la semaine, présenté par la Boutique des Fans. C'est votre boutique de cartes sportives et d'objets de collection à Hawkesbury. En plus de vous offrir des cartes Pokémon, Magic the Gathering et des figurines Funko Pop, je vous invite à consulter laboutiquedesfans.ca. Au moment où on se parle, nous sommes lundi, nous ne sommes pas en mesure de vous dire les matchs qui seront présentés. Ce qu'on sait, c'est que lundi, il n'y a pas de match. Tout ça en raison, évidemment, des dégâts causés par la fuite d'eau majeure à Montréal il y a une dizaine de jours. Donc, les locaux de RDS ne sont pas disponibles, ne le seront pas pour les prochaines semaines. On travaille fort. Nos collègues travaillent fort pour essayer de faire en sorte que tout revienne à la normale dans d'autres locaux. Donc, au moment où on se parle, il n'y a pas de match lundi. Mercredi, on est confiant qu'on pourra vous présenter un match, mais rien n'est certain. Donc, on vous invite à consulter notre grille horaire, notre site Internet également, afin de vérifier si oui ou non on sera en mesure de vous présenter des matchs de mercredi et de dimanche. Voilà ce qui complète ce balado. J'espère que cela vous a plu. D'ici lundi, nous vous souhaitons une excellente semaine. Bon baseball à tout le monde. Balado compte complet vous a été présenté par Plan de match à Boucherville, fier partenaire de votre passion.